le titre de ton livre, de la Dima à la colonisation, mais de quelle colonisation parles-tu? Je parlais de la colonisation très brièvement, je parlais de la colonisation des pays arabo-musulmans par l'Europe. Et donc pour rester dans 30 secondes, à savoir que la Dima a été en partie abolie au XIXe siècle par la rencontre avec l'Occident, que ça passe par les Tanzimat, les réformes ottomanes, ou que ça passe dans le cas de l'Algérie 1830 ou le Maroc, le protectorat en 1912 par le truchement de la colonisation. Et je parlais, bon, c'est un peu long à expliquer, mais c'est Oui. le rapport différent qu'une majorité de juifs ont eu par rapport à leur voisinage arabo-musulman, par rapport à la colonisation européenne, qui a pu engendrer une guerre mémorielle. Voilà, mais je peux Ah, pas, en 30 secondes, non, c'est un non, peu d'accord. compliqué. Voilà. Donc c'est en fait c'est le fait que les Juifs ont accueilli généralement la les Européens comme des sauveurs. Euh, Je dirais pas comme des sauveurs, ça c'est peut-être une, non c'est mais peut-être, je résume, hein. non, je dirais Je- pas non plus comme des sauveurs, mais ils y ont, non, des sauveurs, je dirais pas ça. D'ailleurs, je n'ai jamais utilisé ce mot-là. Mais non, mais c'est bon. vrai, c'est vrai que par exemple, si on parmi les historiens que j'ai été amené, les travaux que j'ai été amené à lire, j'ai lu cette thèse de doctorat d'Yvette Catan qui a travaillé sur la ville d'Oujda, qui est une ville frontalière entre le Maroc et l'Algérie et qui montre bien comment un certain nombre de familles marocaines, un certain nombre de femmes qui étaient enceintes, avaient tendance à passer du côté de la frontière pour que leurs enfants naissent en Algérie, donc qui était devenu de facto donc un territoire français, et pour qu'ils puissent passer sous la loi française. Et ça, elle le développe très bien. Bon, Ok. voilà, c'était. On s'arrête là, on va reprendre. Alors, il y a une remarque qui va me faire et je ne sais pas si c'est toi qui vas répondre ou Battior, mais peut-être tous les deux, une remarque de Sylviane qui dit que beaucoup de ceux qui critiquent Israël sont des juifs ashkénazes qui n'ont pas vécu dans les pays arabes et qui n'ont pas l'expérience de la dimitude. Je Voilà. crois que c'est pas, je crois que c'est pas si simple. Je ne sais pas qui doit répondre, mais je crois que c'est Bon, plutôt. commence et puis après Battior prendra la relève. D'abord parce que cette question d'Ashkénaz séfarade, il faudrait que les choses soient. C'est comme sur la notion de peuple. Moi, c'est un aspect dans mon livre qui est très important, c'est de bien distinguer le domaine des racines du domaine de l'identité. Nous ne sommes pas une succession de racines. Et c'est d'ailleurs ce que je reproche à Shlomo Sand. Ce que je reproche à Shlomo Sand sur le plan intellectuel, c'est pas d'avoir contesté l'idée de peuple juif, parce que l'idée d'un peuple peut toujours être contestée. Un peuple naît, il vit, c'est un corps vivant, il peut mourir. Et ce qui est en train de se passer, le moment historique qu'on est en train de vivre avec la probable élection de Mamdani, c'est justement la mise en jeu de l'idée de peuple juif. Voilà. Euh, euh, Alexandre Feigenbaum, qui dirige Dimi Watch, n'a pas particulièrement un nom ashkénaze. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les identités, les racines, elles évoluent. C'est-à-dire qu'une identité, elle se forme sur différentes générations. Être, entre guillemets, un ashkénaze ou un séfarade dans tel lieu ou à tel moment ne veut pas dire la même chose qu'être un ashkénaze dans tel autre lieu et à tel moment. Ces identités-là, ces qualificatifs ashkénaze séfarade, doivent être questionnés. Et ce que je vois à travers le fait que tu diriges cette association, c'est que l'histoire des juifs des pays arabes et musulmans est devenue l'histoire de tous les juifs en France. Il y a eu un mélange et que c'est pas une question. On peut s'appeler Feigenbaum et diriger une association qui s'appelle Dimi Exactement. Watch. Exactement. Mais j'ai rencontré une, une séfarade et avec qui je suis depuis plus de 50 ans. Donc ça joue aussi beaucoup. Puis j'ai des amis séfarades. Alors que il y a beaucoup moins de séfarades, beaucoup moins de chances de rencontrer des séfarades à New York. Dans les juifs, la communauté juive new-yorkaise est essentiellement ashkénaze. Elle a pas, je pense que la remarque de Sylviane est un peu est Je pense que justifiée de ce point de vue-là. Voilà. Je pense que c'est, On va passer la parole juste à. pour terminer, je pense que c'est un facteur. Je pense que oui, c'est un facteur qui compte. Dans le cas des États-Unis, où effectivement le monde juif séfarade des juifs des pays arabes est très peu représenté, mais ce n'est qu'un facteur. Parce que si on parle par exemple du wokisme, Mhm. Judith Butler et tout, il y a d'autres facteurs. Voilà, j'en reste là. Voilà. Donc je vais maintenant donner la parole à Bathior qui a dû certainement entendre pas mal de choses. Je ne sais pas si après
je ne sais pas s'il y a un psychiatre aussi dans la salle, parce que beaucoup de gens ont exprimé des opinions euh, assez aberrantes par moment, et qui tiennent pas tellement la route intellectuellement. Donc peut-être que ça, ça pourrait être du ressort d'un psychiatre. Mais bon, on va continuer. On va continuer. Mathieu, je te donne la parole. Oui, merci beaucoup. Et je remercie l'orateur Daniel Bensoussan pour nous avoir donné cet exposé, ce tableau dramatique, mais très, très réel et qui j'espère, nous encouragera à poursuivre notre combat. Alors, et ne va pas nous décourager, voilà ce que je veux dire, parce qu'il est si dramatique. Que si désespérant que on pourrait laisser tout tomber. Mais au sujet de cette question qu'on a discutée tout à l'heure, je pense pas que euh, euh, l'ignorance de l'histoire du judaïsme d'Orient euh, est, et que quiconque est responsable, soit les Ashkénazes, soit les séfarades, sont responsables de cette ignorance. Je crois que ce sont finalement les deux qui n'ont pas euh, creusé le sujet, qui l'ont évité, bref, qui n'ont pas diffusé les connaissances que l'on avait sur ce sujet. Et je pense que c'est à cause des situations que nous avons vécues, ces dernières années, surtout la Shoah. La Shoah a été un terrible traumatisme pour l'ensemble du peuple juif, qu'il soit ashkénaze ou séfarade, et nous nous sommes concentrés dans l'explication de la Shoah, ce qui a été un processus très difficile à faire pour les Ashkénazes. Donc voilà je pense que c'est pour cette raison que nous avons mis de côté l'histoire du peuple juif sous l'islam. Et il y a aussi beaucoup de préjugés à ce sujet. Mais j'ai noté pendant votre exposé, euh, j'ai noté votre description des juifs antisionistes américains qui exprime énormément de contradictions aussi. Et euh, pour moi, cette attitude résulte d'une ignorance totale de l'histoire du judaïsme d'Orient et du christianisme également. C'est pas seulement le judaïsme. Et euh, pour comprendre cette histoire, il faut passer totalement vers d'autres paradigmes. Dans la chrétienté, c'était les juifs qui étaient la population visée par les préjugés, qui étaient victimes d'un ensemble de lois qui est devenu de lois antisémites, etc. Donc, mais dans l'islam, c'est tout à fait autre chose. L'islam vise l'ensemble des peuples mécréants et la condition des juifs dans l'islam est une partie, est une, est une expression seulement, une des expressions de de la haine et de la volonté, on pourrait dire génocidaire, par un djihad génocidaire qui vise à supprimer toute expression de mécréance et de loi et d'État mécréant par, pour les remplacer par la loi islamique. C'est ça le djihad et c'est ce à quoi nous avons à faire face, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet que j'ai déjà expliqué dans plusieurs livres et qui nous oblige par conséquent à, à, à
examiner et à analyser la situation actuelle selon la vision du djihad et selon la conception du djihad. Cette conception se moque parfaitement de toute la terminologie politique que vous avez utilisée. Il y a les mécréants dans leur ensemble et la volonté de les supprimer. Alors, ce que l'on voit dans ce que vous avez décrit, c'est que Edward Saïd a fait un bon travail de dhimmi en servant le djihadisme. Il a voulu que il a voulu attirer vers lui les juifs, les dhimmis juifs, pour les concentrer dans la lutte contre le christianisme euh, en faisant des alliés des musulmans. C'est ce que d'ailleurs Edward Saïd a fait lui-même. D'abord, il n'est pas du tout palestinien, mais égyptien. Ensuite, c'est comme Arafat, qui est égyptien, mais qui a pris une autre identité pour servir la cause pour laquelle il luttait. Alors, le but de Edward Saïd, c'est d'amener vers lui, euh, comme il l'a fait avec les chrétiens, d'amener vers lui les juifs afin de combattre le christianisme et d'aider ainsi l'islam. Le but ultime de l'islam étant la défaite des juifs et des chrétiens. Et nous voyons aussi d'un autre côté, nous voyons les chrétiens utiliser l'islam pour détruire le judaïsme et ainsi travailler dans le dessin, la stratégie djihadiste qui utilise les deux communautés, les deux religions, les unes contre les autres, pour les détruire ensemble et faciliter la conquête islamique. Alors, ce que je voudrais, j'ai noté ici certaines notes parce que nous vivons depuis longtemps dans une situation de djihad mondialisé. Comme nous ne savons pas qu'est-ce que ça veut dire le djihad, nous ne savons pas ce que veut dire la dimitude ni la dima, nous n'arrivons pas à distinguer les éléments historiques que nos ennemis utilisent contre nous pour nous détruire, les juifs et les chrétiens à la fois. Alors, j'ai dénoncé cette attitude dans beaucoup de documents et particulièrement dans mon livre l'Europe et le spectre du califat, où je cite un certain Abdullah Canaan, qui, dans une conférence organisée par l'ICESCO et l'OCI en 2004, indiquait comment utiliser tout l'antisémitisme chrétien pour le déverser dans, dans, les, dans les médias et les réseaux chrétiens et occidentaux afin de faire croire que ce sont les chrétiens qui utilisent cet antisémitisme chrétien historique. Il indiquait comment dissimuler la volonté islamique d'utiliser toute cette source dans les journaux chrétiens. Alors, tout ceci, vous pouvez le trouver facilement, enfin j'espère facilement, sur Internet. Donc, la conférence de M. Abdullah Canaan, qui est très intéressante, et de 2004, dans le contexte d'une conférence sur la protection des sites islamiques et chrétiens contre Israël. Voilà, mais vous trouvez toutes les références dans mon livre L'Europe et le spectre du califat. Alors,
Vous avez mentionné l'antisionisme des Juifs américains. En effet, il existait pendant la Seconde Guerre mondiale et il a été aussi un élément important pour empêcher l'immigration juive aux États-Unis pendant la guerre. Alors, je voudrais dire aussi, excusez-moi de vous corriger, Bernard Lewis n'a jamais parlé du mythe andalou. C'était la grande dispute entre Bernard Lewis et les raisons pour lesquelles il m'attaquait toujours, parce qu'il niait la véracité de l'existence d'Imi et de la dimitude. Il voulait même interdire l'utilisation de ce mot. Alors, pour moi, la dimitude, c'est euh, les processus qui conduisent à l'islamisation des nations chrétiennes, des peuples chrétiens, des peuples non chrétiens. C'est l'ensemble de tous ces processus que j'ai étudiés dans mon livre Rabia et qui mènent d'abord parce que après la conquête, le peuple conquis représente, surtout pour les chrétiens, le peuple conquis représente une nation avec toutes ses institutions nationales et une majorité démographique. Et l'on voit au bout de quelque temps, au bout des processus de la dimitude, on voit ces majorités démographiques avec toute leur culture et leurs institutions politiques qui sont rabougries, qui se rabougrissent, qui deviennent des minorités zombies dans leur propre pays, comme par exemple les chrétiens coptes, comme les chrétiens en Turquie, qui n'osent à peine parler, comme les chrétiens de tout le monde arabe, parce que le monde arabe était des provinces de l'Empire byzantin, était peuplé de juifs et de chrétiens. Voilà, donc ça, je ne veux pas euh, prendre trop de temps. Euh, j'ai noté ici euh, que quand j'avais été aux États-Unis, donner des conférences euh, à la fin des années 90. J'avais noté cet aspect antisioniste chez les leaders, certains leaders juifs, et j'avais demandé à leur parler. Et à ce sujet, j'avais parlé à l'Anti-Defamation League et je leur avais expliqué tout mon travail et tous les éléments de la dimitude et du djihad. Et donc, mais il semble que tout ce que j'ai fait là-bas, tout ce que j'ai essayé de faire et de les mettre en garde n'a servi à rien. Et pour conclure, quand même, je dirais que ce que vous avez, ce que vous avez dit au sujet de la Nakba, créer une équivalence entre la Nakba et, et, le, le génocide des Juifs, la Shoah, eh bien, tout le travail de Edward Said euh, et des antisionistes vise justement à faire du palestinien, je dis pseudo-palestinien, parce qu'en fait, ce n'est pas un héritier des Judéens dont le pays a été appelé Palestine. Donc, ce sont des populations arabes musulmanes qui sont arrivées, se sont constituées en Palestine, en Eretz Israël, à la suite de nombreux arrivages de tribus diverses, mais ce n'est pas un peuple palestinien.
qu'il n'y a pas de langue, il n'a pas une langue palestinienne, il n'a pas une culture palestinienne, il n'a pas un héritage culturel palestinien, ça n'existe pas. Donc, ce peuple-là qu'on a appelé palestinien, on a essayé de le construire depuis les années 70 à l'image du peuple juif et à lui donner une destinée semblable à celle du peuple juif afin de le substituer à l'État, afin de substituer la Palestine à l'État d'Israël. C'est tout un travail de substitution à la fois politique, culturel et historique qui est en train de se faire à présent sous notre yeux pour substituer à l'État d'Israël et là la Palestine. Je dois dire que, et en conclusion, je dois dire que ce travail de substitution répond en fait à, à une vision islamique, à la vision islamique, parce que pour l'islam, toute l'histoire du judaïsme et du christianisme en Eretz Israël, dans le pays biblique, n'a jamais existé. La Bible, dans sa version hébraïque juive, et les évangiles sont des falsifications ultérieures de l'histoire des musulmans dans le pays juif, dans le pays de la Bible. En réalité, juifs et chrétiens n'ont pas d'histoire. Notre histoire biblique a été complètement effacée et c'est à partir donc de cette vision que l'islam dit que les vrais propriétaires de ce pays sont des musulmans parce que l'islam a islamisé toute la Bible, toute la version juive et chrétienne de la Bible. Tous les personnages bibliques sont des prophètes musulmans. Jésus est musulman. Et c'est un prophète musulman qui a prêché l'islam. Donc, il faut connaître la logique, le logiciel islamique si on veut non seulement se battre pour survivre, mais aussi pour pouvoir faire la paix avec les musulmans. Bien, merci Batior. Alors, une réaction directement, Daniel? Oui, c'est pas une réaction, c'était juste une précision par rapport à Bernard Lewis. Si des gens veulent, il a écrit un texte et c'est de ce texte-là auquel je faisais allusion. Il parlait du mythe de l'harmonie judéo-musulmane forgé par il a eu cette formule forgée par des intellectuels juifs allemands comme un reproche à l'endroit de leur voisinage chrétien. C'est un texte qui s'intitule, de mémoire, Les Juifs pro-islamiques. C'est un texte qui est paru en 1968 et ceux qui sont intéressés, vous pouvez le retrouver dans l'édition de l'œuvre complète de Bernard Lewis, publiée chez Quarto, espèce de gros volume. Et vous verrez dans le sommaire, 1968, la date, les Juifs pro-islamiques. Voilà. Oui, Et il oui, revient sur Ignaz Goldziher, enfin sur toute l'islamo, Gustav je Weiss, connais, connais. Je connais ce texte, mais je ne sais pas, je ne crois pas qu'il utilise le mot mythe. Je ne Ah, crois pas. il parle il dit que c'était, il parle D'une je crois bonne période, de la protection, mais de... il parle de mythe, hein, il parle de mythe puisqu'il dit que Oui, c'était je fort. connais très bien ce texte. Ouais. Voilà. Il y a aussi un autre texte sur de Ismar Schmorch, je crois, publié sur le mythe séfarade. Et celui qui en parle aussi assez bien, c'est, si ça intéresse, sur cette question-là, c'est John Tolan. Je donne la référence, Mahomet l'Européen, publié chez Albin Michel. Et John Tolan a une expression, il parle, je cite, j'ouvre les guillemets, le rêve ashkénaze d'un paradis perdu séfarade, en référence à l'Andalousie. Et alors là, John Toland, c'est sur toutes les représentations donc de Mohammed, Mahomet,
en Europe, et il y a tout un chapitre qui est consacré à l'islamophilie juive au 19e siècle. Il parle de Heine, de Goldziher, de beaucoup d'autres. Voilà. Donc si ça intéresse, John Toland en a bien Pas parlé des aussi. documents, on ne pouvait pas faire les recherches que l'on a faites après. Donc, cela se place à un certain temps, mais au 19e siècle, au début du 20e siècle. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que oui, il y avait cette vision-là eh bien maintenant, les Juifs ashkénazes vivent cette harmonie de la dimitude en France et partout en Europe. Ils ne devraient pas se plaindre. Voilà, parce que maintenant, ce que nous voyons en Europe, c'est certains aspects de la dimitude qui sont appliqués. Bien, alors je vais prendre, si vous voulez, il y a quelques questions qui sont formulées. Alors, il y a une question? J'avais une question sur le concept de dimitude. Euh, j'ai vu que c'est un concept qui fait souvent, de ce que j'ai pu en lire, fait polémique. Beaucoup rejettent qu'est-ce que ça veut dire la dimitude, puisque beaucoup rappellent que ça a été forgé, je crois, par Béchir Gemayel. Et j'ai souvent lu des écrivains, des auteurs qui parlent de d'imam et qui disent, qui rejettent ce néologisme de dimitude. Ça fait Mais bien souvent sûr, polémique. parce que je suis une pestiférée et qu'on ne peut rien accepter de Batior, bien sûr. Alors, comme moi, j'ai créé ce concept de dimitude quand je me suis attelée à l'étude des chrétiens, parce que je connaissais des chrétiens, j'avais beaucoup de documents et j'ai voulu des chrétiens d'Orient et j'ai voulu leur rendre leur histoire, ils me l'avaient demandé, etc. Donc, après avoir écrit le Dimi, je vais aller rapidement là-dessus. Donc, j'ai entrepris d'écrire également, de faire une recherche sur la condition des chrétiens sous l'islam. Et donc, j'ai découvert en effet qu'il y avait une différence entre les juifs et les chrétiens. Les juifs représentaient des communautés juives et les chrétiens représentaient des empires et des États chrétiens. Et donc, le processus qui conduisait à la, à leur destruction, qui étaient les lois de la charia, euh, est- était appliqué à la fois aux juifs et aux chrétiens, mais avec les chrétiens, c'était d'une façon beaucoup plus violente et plus forte, par exemple beaucoup de déportations, beaucoup d'esclavage d'enfants, d'enlèvement d'enfants, et donc réduit en esclavage. Et donc tout cela a conduit, je l'ai appelé les processus de la dimitude, et je les ai étudiés dans mon livre Les chrétientés d'Orient entre djihad et dimitude. Mais comme je savais que j'étais extrêmement détestée et rejetée par l'ensemble académique, j'ai dit à des amis chrétiens, je n'utiliserai pas ce mot de dimitude moi-même parce que ce mot qui est un outil de travail et de recherche dans un certain sujet ne sera pas utilisé si c'est moi qui l'utilise. Il faut que quelqu'un d'autre l'utilise avant moi et après je l'utiliserai. Alors, ce prêtre qui était en contact avec Béchir Gemayel lui a probablement, parce qu'il lui passait tous mes écrits, lui a parlé et Béchir Gemayel, dans son dernier discours, juste avant d'être assassiné par un dhimmi chrétien, Béchir Gemayel a dit, nous ne serons jamais nous ne vivrons jamais dans la dimitude de personne. Alors moi, j'ai reproduit ce texte de Béchir Gemayel. C'est un très beau texte. Et je reproduis beaucoup de textes de Béchir Gemayel parce il a mené un combat absolument extraordinaire, non seulement contre les ennemis palestiniens, mais contre l'Europe elle-même, contre la France, qu'il avait abandonnée parce qu'à ce moment, elle soutenait les Palestiniens.
Et donc, elle avait abandonné les maronites. Et donc, après, alors moi, j'ai toujours écrit, et dans mes conférences, j'ai donné au début, dans les années 90, je disais toujours, j'utilise ce terme parce qu'il a utilisé par Béchir Gemayel. C'était la seule façon que j'ai trouvée pour faire passer cet outil que j'estime extrêmement important. Je devais le faire passer, moi, juive. Si une juive qui l'avait créé le donnait et le donnait à des chrétiens, il n'aurait jamais passé. Il fallait qu'il passe d'abord par des chrétiens, et donc je l'ai fait passer par le canal de Béchir Gemayel pour qu'il puisse l'utiliser. Voilà ce que c'est. Ok, merci donc Mathieu pour ces précisions. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions, mais j'ai ici, il y en a quelques-unes, donc on peut presque les poser individuellement. Il n'y a pas forcément besoin de les synthétiser, mais les questions, en fait, elles visent à essayer de comprendre quand même. Tu as donné plein d'explications sur des intellectuels, mais la question revient, qu'est-ce qui fait que la jeunesse juive, dont vous avez parlé, Martine et toi, au début de cette soirée, qu'est-ce qui fait que cette jeunesse juive prend parti contre Israël ou pour le Hamas? Alors, il y a des hypothèses. Est-ce que c'est parce qu'il y a un courant libéral largement majoritaire aux États-Unis? Alors là, il y a une chose que je ne comprends pas. Est-ce que... Non, je reviens juste après. Il y a une question, donc, est-ce que c'est le rapprochement avec les extrêmes droites américaines et européennes? Est-ce que la jeunesse juive est consciente du risque qu'elle court en tant que si Israël disparaît? Et euh, ensuite, j'ai une autre question, mais je la poserai après parce que je n'ai pas compris, mais je crois que c'est un peu différent. Donc déjà, à ce point-là, qu'est-ce- qu'est-ce- quelles sont les causes? Est-ce que ça peut être le, le courant libéral majoritaire, rapprochement avec les extrêmes droites américaines et européennes? Voilà. Et il y a certainement pas un seul facteur, c'est une conjonction de facteurs. Il y a les facteurs évidemment que j'ai expliqués, mais il y a aussi la rencontre. Je parlais de Netanyahou, c'est pas mon sujet, mais puisqu'on me pose la question sur actuellement ce qui se passe avec la jeunesse juive américaine, l'actuel gouvernement israélien, le grand rabbinat en Israël, ne reconnaît pas le judaïsme réformé qui est majoritaire aux États-Unis. Donc déjà pour un certain nombre de juifs américains, il y a déjà un sentiment légitime de rejet. C'est pour ça que je disais qu'on ne réglera pas ce problème en pointant du doigt qui que ce soit, mais c'est seulement par si ça doit être réglé, si on doit évoluer sur ce problème, ça passera par un dialogue direct. Et puis, il faut prendre ça aussi en compte, même si peut-être pour certains c'est pas audible, la question de l'occupation des territoires palestiniens choque profondément beaucoup de jeunes juifs américains. Un certain nombre font des voyages à Hébron avec l'organisation Breaking the Silence, donc qui est animée par d'anciens soldats israéliens, et beaucoup en reviennent choqués. Alors on peut être d'accord, pas d'accord, mais ça, il faut aussi le prendre en compte. Je parlais à un moment donné de Daniel Boyarin. Lui, effectivement, est antisioniste, il est néo-diasporiste, mais à la fin de son livre, il a beaucoup travaillé sur la séparation entre christianisme et judaïsme, donc bien sûr avant le concile de Nicée. Et dans son maître, il a écrit notamment Le Christ juif, mais dans son maître ouvrage donc sur cette séparation entre christianisme et judaïsme, il a une formule terrible que je ne partage pas, mais il faut aussi l'entendre parce que Boyarin est un grand esprit. Il dit beaucoup de chrétiens ont eu le sentiment, on dit que le christianisme était mort avec les camps les camps d'extermination, avec le génocide des Juifs. Et il ajoute, il écrit, je crains que mon judaïsme ne disparaisse avec l'occupation des territoires palestiniens. Je ne partage pas cette analyse, mais il faut comprendre que c'est quelque chose que j'entends beaucoup aux États-Unis. Et ça,
il faut aussi l'entendre. Donc il ne s'agit pas de... Je dis qu'il y a plusieurs facteurs en réalité. Vous avez un facteur qui est propre aux États-Unis, c'est le wokisme, qui au départ d'ailleurs n'est pas... C'est un mouvement qui concerne la question du genre. Vous avez le mouvement, vous avez à côté du wokisme, vous avez le post-colonialisme, donc c'est-à-dire l'influence d'Edward Said. Vous avez une tradition juive antisioniste qui a toujours quand même existé, qui était peut-être plus importante aux États-Unis qu'ailleurs. Et vous avez enfin, comme autre facteur, et ça on doit l'entendre qu'on soit d'accord ou pas, l'orientation d'Israël qui effectivement devient de plus en plus à droite et ça choque, ça heurte beaucoup de... J'ai des discussions avec des juifs américains et qui me disent souvent qu'ils sont, et on s'engueule, mais qui me disent ils sont choqués aussi de l'orientation actuelle et en particulier de l'actuel gouvernement israélien. Je ne dis pas que je suis d'accord, c'est pas la question d'être d'accord ou pas d'accord. Il faut sortir de cette problématique. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Il faut entendre ça aussi de leur point de vue. Voilà. Donc je crois surtout que c'est une conjonction de facteurs à un moment donné. Voilà ce que je crois. Ok. Euh, Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit aussi une intervenante. L'ignorance de l'histoire juive chez Chézanne chez Chézanne est l'une des explications. Et là, je rejoindrai ce qu'a dit Vattier. L'ignorance de l'histoire juive du monde arabe et musulman. Ça, je crois que c'est évident qu'il y a une ignorance importante à ce sujet. D'autant qu'il faut. Ce qui est intéressant, c'est on assiste aux États-Unis au renouveau du mythe juif arabe. J'en parlais un peu avec Judith Butler, l'idée qu'il y avait une harmonie perdue, et ça on le voit chez beaucoup d'auteurs. Alors c'est pas le... On pourra en parler de ça aussi. d'accord. Je sais pas si j'ai répondu, on parlait du courant libéral, et quelles étaient les deux autres questions? Le courant libéral, rapprochement avec les extrêmes droites américaines et européennes. Je vois pas C'est-à-dire rapprochement d'Israël? cette rupture avec cette part, je lis, hein, cette rupture avec cette part, parce que j'ai pas très bien compris moi-même, cette partie avec, mais peut-être que c'est Adibou qui a posé la question, qui a posé plusieurs questions d'ailleurs. Peut-être qu'on est, il y a- on peut peut-être donner la parole à Adibou, Adibou Oui. qu'on Oui, reviendra. Je salue Adibou qui est président du Front de libération africaine de Mauritanie. Je crois que c'est ça. On peut donner la parole à Adibou? Oui, Adibou? Oui, bonjour. Merci Alexandre. Juste pour préciser ma question, en fait, c'est parce que souvent je suis sur des forums où il y a beaucoup de personnes de la communauté juive et c'est vrai que j'ai de plus en plus tendance à constater certains discours assez proches de l'extrême droite, certaines personnes même reprennent beaucoup les discours de l'extrême droite. Et du coup, je me posais la question, est-ce que ces jeunes n'ont pas tendance à avoir un rejet d'Israël ou d'une partie de la communauté juive en pensant qu'effectivement, ils peuvent se permettre une séparation de cette communauté en deux, avec une partie qui, entre guillemets, soutient Israël parce qu'elle est extrême, et l'autre partie qui se dit de gauche, libérale, protectrice des minorités, etc. Est-ce que c'est pas c'est cette pensée qui les amène à avoir un faux jugement et à une fausse compréhension de la situation. C'est ça que je me disais. Voilà. Je sais pas si ma Oui, question ça est claire ou joue. pas. Ça joue. Clairement, ça joue. C'est un facteur. Il y a une extrême droitisation. Enfin, ça, moi, je connais un peu le milieu communautaire juif. Oui, ça joue. C'est un des facteurs, incontestablement. Merci. Ok. Alors, oui, alors, voilà. Alors, peut-être qu'on va passer à. Je peux donner la parole à Richard Prasquier, qui a aussi. En fait, j'ai découvert la sympathie pour Mamdani par un article de Richard Prasquier que nous avons d'ailleurs mis en ligne sur notre site, où il parlait de gens qu'il connaît, une expérience personnelle. Et je pense que tu as aussi étudié cette question. Donc, Richard, si tu veux bien euh, intervenir aussi. oui, puisque tu le demandes, je vais résumer cette expérience très brève. Euh, Après avoir lu l'histoire
de Monsieur Zamdani. Et après avoir vu les résultats de la nomination de ce candidat comme candidat démocrate à la mairie de New York, ce qui lui donne de très fortes chances d'être élu, j'avais écrit un petit mot à de très bons amis de New York qui sont des juifs orthodoxes, médecins. Lui est un médecin, elle est une ancienne directrice d'une des plus grosses organisations juives de New York, la Fédération, donc qui a passé toute sa vie dans les organisations sionistes. Et je leur ai écrit un petit mot en disant c'est tout de même un peu inquiétant de voir que ce candidat risque d'être le prochain maire de New York. Comment c'est possible pour la ville, la plus grande ville juive du monde? Et leur réponse m'a estomaqué. Ils m'ont dit, c'est quelqu'un de formidable. Grâce à lui, il va y avoir la gratuité dans les services de transport public. La situation nutritionnelle va s'améliorer. Et ne pose absolument aucun problème en ce qui concerne Israël. Euh, je pense que c'est un cas très caractéristique de la volonté d'aveuglement et de cette espèce de euh, euh, aveuglement vertueux, si on peut le dire, puisqu'on parle de haine vertueuse. Eva Illouz a sorti le terme de haine vertueuse. Il y a l'aveuglement vertueux de certains juifs américains il est très facile d'avoir une idée assez précise de ce que pense et de ce que veut Monsieur Zamdani, et je ne pense pas que sa préoccupation majeure soit le bien-être de la partie juive de la communauté de New York, et certainement pas celui de l'État d'Israël. Alors, il semble bien, effectivement, que ces amis, dont je pensais qu'ils étaient tout de même exceptionnels, représentent une proportion considérable, enfin tout au moins une proportion notable des juifs new-yorkais. Et même si les candidats les plus visibles, le sénateur Schurmer et d'autres se sont mis un petit peu à l'écart de M. Zamdani, même s'ils sont du même parti démocrate que lui, il est sûr qu'une partie notable de la population juive de New York et probablement une partie encore plus notable de la jeunesse juive de New York va voter pour lui. Alors ça soulève une question. Moi, quand j'étais président du CRIF, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, bien entendu. J'ai passé un peu de temps dans ma vie aux États-Unis aussi. Et lorsque je voyageais aux États-Unis, on ne peut pas ne pas voyager, rencontrer les organisations juives américaines sans être impressionné par par leur puissance, leur stabilité, leur incrustation à l'intérieur de la vie américaine. Ça donnait une impression de solidité des rocs et nous nous sentions tout de même très petits par rapport à eux. Euh, il y avait quelques inquiétudes. Déjà à l'époque, je vous parle des années, ce ne sont pas des années si anciennes que ça, c'était il y a 15 ans à peu près. Il y avait déjà des inquiétudes, du parti de monsieur Soros, mais il était encore très marginal. Et puis, dans les universités, on nous disait que de temps en temps, il y avait quelques problèmes. Mais tout ça n'était vraiment pas très important. Ce qui m'avait beaucoup frappé en revanche, c'est l'ignorance
que la plupart des Américains avaient de l'État d'Israël. Et ça, c'est un facteur très important. Nous, nous sommes pas très loin d'Israël. Il nous faut 4 heures pour aller en Israël. Et sur les 400 et quelques mille juifs français, je pense qu'une grande majorité a voyagé au moins une fois en Israël. C'est pas du tout le cas aux États-Unis. Une grande majorité de juifs américains n'a pas voyagé en Israël et des jeunes juifs américains n'ont pas voyagé. Un certain nombre, il y a des organisations qui sont destinées à cela, mais les voyages qu'elles ont faits n'ont pas été suffisants pour retourner la vague. Le deuxième point, je pense, qui est à prendre en considération, c'est les conditions de la vie universitaire aux États-Unis, qui sont assez différentes de ce qu'elles sont en France. C'est-à-dire qu'elle a un aspect communautaire extrêmement développé, que on va aussi bien au collège qu'à l'université, on s'inscrit à un certain nombre de groupes, on est admis ou pas admis dans un certain nombre de groupes. Il y a tout un tas il y a tout un tas toute une diplomatie, tout un tas de manipulations pour être dans les bons segments de la communauté estudiantine, les parties intéressantes ou pas. Il y a tout un aspect social qui n'existe qui existe beaucoup moins en France. Et de ce point de vue, les juifs américains, les jeunes juifs américains me paraissaient souvent, je dis peut-être des bêtises, hein, et là-dessus vous me corrigerez si vous avez d'autres informations, mais ils me paraissaient très souvent sensibles à leur environnement et au fait que il fallait, il y a un certain nombre de sentiments qu'il valait mieux manifester pour être dans le mainstream. Et ces sentiments, bah, ce sont les sentiments qui se sont développés dans la société américaine que l'on connaît bien. À mon époque, on ne parlait pas de wokisme, mais on parlait déjà un peu de postmodernisme. Et surtout, il y avait la question coloniale, et la question raciale aux États-Unis. On n'était pas encore tout à fait sorti on oublie que que les États-Unis jusqu'à Johnson étaient une société raciste que c'est quand même un domaine c'est le domaine qui a dominé la psychologie de la jeunesse américaine ou de la politique de la jeunesse américaine une fois que il s'est associé à la guerre du Vietnam, puis une fois la guerre du Vietnam partie, le néocolonialisme et l'égalité raciale est devenu le sujet essentiel, avec un souvenir qui est devenu un mythe et qui s'est cassé les dents peu à peu contre la réalité, et qui a été celui de Abraham Herschel, manifestant à côté de Martin Luther King, c'est-à-dire celui de la liaison entre les juifs américains et les noirs, sous-entendant que chacun des deux était membre d'une société, d'une communauté défavorisée, qu'ils liaient leur destin les uns aux autres, et on savait à l'époque de Martin Luther King, les relations entre juifs et noirs paraissaient parfaitement harmonieuses, et comme on le sait, ces choses se sont peu à peu distordues. Le- il y a là une différence, à mon sens, importante entre le judaïsme américain et le judaïsme européen. Une double différence. Premièrement, le judaïsme américain, vous l'avez tous dit, c'est clairement, c'est un judaïsme essentiellement, à très grande majorité, un judaïsme ashkénaze. Le judaïsme européen, avant la guerre,
c'était pareil. Le judaïsme mondial était en fait combien, je ne sais pas quels sont les chiffres, mais disons à 85% ou 80% au moins, un judaïsme ashkénaze. Et puis la Shoah est passée par là. Le judaïsme, le judaïsme européen s'est effondré et le judaïsme américain est devenu le grand bloc juif du monde, peu à peu, mais très lentement, rattrapé quantitativement par le judaïsme, les juifs israéliens. Mais ce judaïsme américain, ashkénaze, était déjà porteur des valeurs de libération, de fraternité du XIXe siècle. Une grande partie des anarchistes américains étaient juifs. Une grande partie de la gauche américaine, de l'extrême gauche américaine, les communistes américains, pas besoin de vous rappeler l'affaire Rosenberg, était juif. Et donc cette sensibilité-là, elle a été très forte. De la même façon, le mouvement bundiste, c'est pas un hasard si les grandes, la grande bibliothèque du judaïsme a été fondée par des bundistes, et donc il y avait un aspect universaliste déjà très, très, très marqué dans le judaïsme américain qui a persisté, qui a pris des colorations différentes au fur et à mesure que l'histoire avançait. En Europe, la relation avec les damnés de la terre, avec les déshérités, avec les colonisés, a été moins harmonieuse qu'aux États-Unis, et je pense que ça explique une partie des différences entre les sensibilités actuelles de la majorité de la population juive en France et de la majorité de la population juive américaine, c'est-à-dire que les juifs américains ressentent comme les autres Américains un sentiment de culpabilité vis-à-vis des populations afro-américaines qui ont été les victimes de l'esclavage, et cette traduction de l'histoire en colonisé et colonisateur, finalement, ils ont fait la sienne. En France, il y a pour une grande partie de la population, la majorité de la population juive française aujourd'hui, il y a un autre souvenir, eh ben, c'est celui du départ forcé de leur pays d'origine, essentiellement l'Afrique du Nord ou parfois l'Égypte. Et donc là-dessus, l'image, disons, et la facilité et le regard qu'il porte sur cette dichotomie euh, oppresseur-victime et cette classification des musulmans comme victimes obligatoires, elle est beaucoup plus difficile à absorber qu'aux États-Unis. Je pense que cela explique une partie de la différence de sensibilité des Juifs en France et aux États-Unis, l'autre partie, comme je vous l'ai dit, étant les liens beaucoup plus proches les liens géographiquement beaucoup plus proches entre la France et Israël qu'ils ne le sont avec les États-Unis. À cela aussi, il faut ajouter un facteur qui me paraît, sur lequel vous avez insisté, mais qui me paraît aussi fondamental, c'est que le judaïsme américain, en très grande partie, aujourd'hui, c'est un judaïsme libéral. Or, l'État d'Israël a... Alors, c'est un judaïsme libéral qui, d'emblée, avait un caractère, depuis le 19e siècle, s'était développé dans un caractère universaliste, puisque c'était l'universalisme qui donnait euh, une, une, une voie d'entrée spécifique au judaïsme une fois qu'on s'écartait un peu des commandements classiques.
c'est la voie universaliste qui a été la spécificité d'une grande partie du judaïsme réformé américain, disons en gros le tikkun olam. Et il y avait là évidemment également une tendance, une facilitation pour absorber un message universaliste. Une partie du mouvement réformé américain, sauf erreur de ma part, s'est développée sur cette idée qu'il n'existe pas de peuple juif, que l'idée d'un peuple juif est quelque chose, c'est un nationalisme qui est inadapté, qu'il existe une religion juive et que cette religion juive a un aspect, a aussi ou principalement, ou peut avoir un aspect universaliste. Évidemment, l'évolution de la société en Israël, l'apparition puis les aléas politiques en Israël ont fait que, que ces mouvements réformés n'ont pas été les bienvenus, c'est le moins qu'on puisse dire en Israël, avec les conséquences que l'on peut imaginer et qui, à mon avis, pour lesquelles, à mon avis, l'État d'Israël porte une lourde responsabilité. Notamment, il est clair que le, Netanyahou, dans sa recherche des voix du côté des partis orthodoxes, a tiré un trait sur ces mouvements réformés et que c'en est une des conséquences, et que l'on voit paradoxalement aujourd'hui que les meilleurs alliés du gouvernement israélien au sein des États-Unis, ce sont les évangéliques, avec leur agenda religieux particulier, et ce ne sont certainement pas les juifs réformés dans leur ensemble. Voilà le petit peu ce qui me... Voilà un petit peu les quelques remarques que je voulais faire. Je voulais simplement, comment vous dire, oui, rajouter quelques mots. Je suis traumatisé. J'ai été traumatisé par l'influence qu'avait dans les manifestations des universités américaines, et je pense à Columbia, mais il n'y a pas que Columbia, qu'avait un mouvement comme Jewish Voice for Peace, hein, qui en réalité c'est un mouvement frère, c'est un mouvement euh, parallèle à Students for Justice in Palestine. Ils ont été créés tous les deux à peu près dans les mêmes coins à Berkeley et à peu près dans les mêmes années, au moment où, d'ailleurs, à peu près peu de temps après peu de temps après l'assassinat de Rabin, où les rêves de Oslo disparaissaient. Ils jouent un rôle considérable. Je pense qu'ils jouent un rôle d'attraction sur la jeunesse juive américaine, qui est certainement extrêmement nocif. Et je dois vous dire que personnellement, je suis extrêmement inquiet. Ce qui me rassure un peu, c'est la, finalement, la fluctuabilité des positions. C'est-à-dire que euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand vous dites que 30 à un tiers de la jeunesse juive américaine a des sentiments favorables au Hamas, c'est évidemment complètement ahurissant, mais l'ignorance historique, globale, et plus que ça, la, le, le désintérêt pour la vérité, une autre vérité qu'une vérité idéologique, et l'addiction à une information qui provienne d'une seule source, qui est celle des réseaux sociaux qu'on a l'habitude de voir,
me font penser qu'il y a là aussi un problème de société qui est plus large que celui d'Israël, et que peut-être si les sociétés arrivent à résoudre ce qui sont des problèmes qui sont face à eux, et peut-être qu'il y aura une vision un peu plus un peu plus positif de la société israélienne. Et pour terminer, un dernier point, mais vous avez insisté dessus, effectivement, ce qui est terrible, c'est la confusion entre la détestation d'un gouvernement israélien spécifique, gouvernement Netanyahou, et chacun sait qu'une partie de la population israélienne déteste le gouvernement, déteste Netanyahou et ses alliés, mais la grande différence, c'est que cette détestation du gouvernement Netanyahou est transférée, utilisée, instrumentalisée pour être transféré, pour être transformé avec l'aval des individus qui le proclament en détestation du gouvernement d'Israélien. Et ça, c'est ce que j'appellerais la niaiserie, la niaiserie vertueuse de certains jeunes, moins jeunes juifs, américains, parfois français aussi, mais en nombre moins important. Merci Richard. Euh, Daniel, tu veux réagir, enfin, pas répondre, mais réagir ou non? C'était, c'était impeccable. J'ai appris beaucoup de choses aussi. Ouais. Alors, moi, il y a un courant, il y a quelque chose qui, euh, dans tous ces mouvements, je crois que quand tu as parlé du rabbin Herschel qui manifestait, qui faisait les marches avec Martin Luther King, qui a été en prison avec lui d'ailleurs, il y a quelque chose qui s'est passé aussi, c'est la propagande. Il y a une propagande des mouvements Nation of Islam, notamment, enfin, les islamistes américains, qui ont développé une propagande terrible pour séparer les juifs des noirs. Et notamment, Nation of Islam a eu cette très bonne idée de publier un petit bouquin. euh, Expliquant que c'était les Juifs qui avaient amené, qui étaient responsables de l'esclavage. Et d'ailleurs, cette histoire, on l'a racontée dans une des premières réunions de Jimmy Watch. C'est un noir américain qui est le seul noir peut-être à avoir été accepté au Ku Klux Klan parce qu'il était tellement antisémite il était d'une part très antisémite, et d'autre part, il était pour le retour des Afro-Américains en Afrique. Donc tout ça, ça plaisait beaucoup au Ku Klux Klan, et ils l'ont adopté. Et c'est lui qui a écrit cette thèse sur le, le- inventant que c'était les Juifs qui étaient dans le commerce, à la base du commerce de- des Noirs. Alors ça a joué, et bien entendu, il y a une propagande intense qui s'est jouée pour séparer les Juifs des Noirs et qui a abouti à la situation qu'on a maintenant avec Black Lives Matter. Mais il y a notamment un film de propagande qui montre alternativement des images. Ça dure quelques minutes, mais c'est diabolique. Ça montre alternativement une image d'un noir américain poursuivi par la police et un Palestinien poursuivi par l'armée israélienne. Le film s'appelle When I See Them, I See Us. Quand je les vois eux, je nous vois nous. Évidemment, pour faire l'analogie entre le Palestinien et le noir américain, l'Afro-américain. Donc, il y a une propagande intense qui s'est menée et qui a débouché sur la situation, le divorce finalement avec Black Lives Matter. Mais il y a des tendances, notamment du côté d'Afro-Américains chrétiens, de rapprochement avec Israël. Et vous avez parlé des évangéliques, mais aussi des mouvements évangélistes noirs. Bon, enfin, c'est un autre sujet. Alors, je dois dire que je vais oublier une personne qui je vais donner parce qu'il y a une personne qui nous suit depuis New York, non, depuis, j'ai oublié de quelle ville, aux États-Unis, Orlando, voilà.
quelqu'un qui nous suit depuis Orlando et qui nous fait remarquer que dans les synagogues séfarades, on donne la consigne, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais on donne la consigne de voter contre Mamdani. Donc voilà. Bon, je crois que... est-ce que quelqu'un a encore une remarque à faire, juste une, avant qu'on se sépare? Je pense que ça a été une soirée très très riche. Tout le monde a été, euh, je vois que nous avons Laurent Hoffnung, président du CRIF Bourgogne-Franche-Comté, qui dit que c'était passionnant. Et donc, je vous remercie tous les trois. Évidemment, Daniel, dont c'était le premier livre, et j'espère que ce sera une carrière, c'est le début d'une carrière, parce que ce livre est très prometteur et très, très complet et en même temps très agréable à lire. Donc, c'est une réussite de ce côté-là. Donc, merci à tous. Merci, merci à Bathior, merci à Richard et merci à Daniel et merci aussi à Martine. Alors, je vous rappelle que notre prochain rendez-vous, c'est le colloque de Jimmy Watch. Est-ce qu'il y a un transparent pour passer sur le colloque, Jean-Charles? Non. Non, mais pas tout de Nous suite, avons non. donc toute une série d'intervenants. Alors, une table ronde pour faire des interventions de 10 minutes, trois interventions pour décrire ce qu'on a appris depuis le 7 octobre 2023. Et donc, il y aura de mémoire Georges Bensoussan, Barbara Lefebvre et René Frégosi. Et ensuite, une table ronde avec des gens de communautés différentes, justement, pour africaines, kabyles, iraniens, pour expliquer justement pourquoi ces gens-là rejettent le djihadisme. Et puis ensuite, nous retrouverons euh, Alexandre Delval et Richard Prasquier pour la conclusion de ce colloque. Donc ça se passera le 15 décembre à la mairie du 16e arrondissement. J'ai dit, pardon, Martine, tu n'as pas de son. Ah, Non, elle n'a toujours pas de son. Bon, enfin, d'accord. ça se passe. Je voulais dire, c'était le 15 octobre. Pardon, ah, oui, le 15 octobre. Voilà. Très important, merci. Le 15 octobre à la mairie du 16e arrondissement. Et vous pouvez vous inscrire dès à présent pour ce colloque. C'est donc dans une grande salle de la mairie du 16e. Je crois qu'on a 200 places. Donc, vous pouvez vous adhérer à Dimi Watch et pour l'adhésion est portée à 50 euros et elle inclut le livre. Donc, le livre que vous recevrez. Mais si vous voulez, vous pouvez l'acheter en librairie. Euh, Vous le trouvez enfin, il se vend à 15 euros. C'est un très beau livre et il se tient bien en main. Et donc, j'espère qu'on va le retrouver. Si vous avez des occasions de le faire présenter dans vos associations, c'est ce que j'ai dit au début, nous sommes partants. Il y a une douzaine de co-auteurs qui sont tous motivés et prêts à venir présenter dans des associations ou dans des salons de livres. Voilà, bah écoutez, je vous remercie tous, je remercie l'assistance qui a posé peu de questions, mais qui semblait très passionnée, et les questions étaient vraiment positives. Je dois dire que Alexandre? pardon, je te donne la parole juste une seconde. Je veux dire qu'on a donné beaucoup d'éléments, des choses qui sont un peu inquiétantes, etc. Euh, voilà, merci pour la couverture du livre. Euh, donc, nous avons surtout décrit, et c'est un peu inévitable dans ce genre de soirée lorsqu'on décrit des courants de pensée, on décrit des choses qui sont inquiétantes, mais ça ne veut pas dire que euh, que c'est irrémédiablement engagé. J'espère que ça peut être fluctuant, pour reprendre l'expression de Richard, et que ça peut fluctuer dans le bon sens. Daniel, je te rends la parole pour conclure. Oui, j'ai vu passer une question qui demandait le titre de mon livre. Alors, la question séfarade, bon, le sous-titre de la Dima à la colonisation, mais la question séfarade, édition de l'Artilleur. Voilà. Voilà. La colonisation, c'est la colonisation européenne. Oui, c'est le sous-titre, c'est de la Dima à la colonisation, une mémoire qui dérange. Voilà. Voilà. Et donc, dans la réunion du mois de novembre, nous verrons justement les théories décoloniales que nous rencontrerons et comment elles traitent la question des colonisations islamiques.
Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Voilà. Donc on va essayer de secouer cette idéologie. Je vous remercie tous de votre participation active et passionnante. Et je vous donne rendez-vous au colloque le 15 octobre. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Bonsoir. tous. Au Bonsoir. revoir.